You want Philly food? Yeah, let's do it. So good. And he's got it, and he's got more, and he's gonna go all the way. What a night, what a season, what a player. Intercepted, picked off by Cooper DeJean, gets a block, DeJean, and touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Let the celebration begin. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Fly Podcast Fly. Oui, ce podcast n'est pas mort. Oui, on a eu un petit hiatus de 3 semaines, notamment dû évidemment aux vacances de Noël et au Nouvel An, parce que vous avez un podcast où il n'y a que des parents et évidemment ça rend les choses plus compliquées. Mais c'est pas grave, on va vous parler des Eagles quand même parce qu'on est en play-off avec le seed numéro 3, pas le seed numéro 2. Évidemment, on va en parler. Et avec moi, j'ai François. Salut François. Salut Victor. Et on a on est en Greg. play-off. Ouais, on est en play-off. On a Greg qui va nous passer un petit coucou normalement et Loïc qui est toujours sur une jury report. Est-ce qu'il sera là? Est-ce que c'est le Fred Warner des Eagles? Est-ce qu'il va revenir pour le Divisional? On verra, même si Fred Warner ne reviendra pas, puisqu'on leur aura cassé la gueule d'ici là. François, on va revenir sur ces 3 semaines. Alors, on a d'abord battu les Commanders. J'ai envie de dire, sur le premier match, j'ai envie de dire encore heureux. On a gagné un match très bizarre face aux Bills. Ouais. 13-12, on mène 13-0 à la mi-temps, tout va bien. On fait rien de la seconde mi-temps, on gagne 13-12 sur un 2 points manqués. Et on a perdu ce dernier match avec nos remplaçants face à Washington. Et pourquoi c'est important qu'on ait perdu ce dernier match? C'est qu'à cause de ça, entre guillemets, on n'est pas seed numéro 2, parce que je pense qu'avec nos titulaires, on aurait battu cette équipe-là de Washington, et que les Bears ont perdu. Alors, ils ont perdu contre les Niners, ça, j'ai envie de dire, OK, et ils ont perdu contre des Lions qui étaient éliminés. François, première question, là, tout de suite. Vas-y. Si tu savais de toute façon que tu perdais le seed 2, est-ce que c'était la bonne décision de mettre au repos les starters? Oui. Je suis d'accord avec toi. Merci pour ce podcast et rendez-vous semaine prochaine. Donc, Non, mais, on est d'accord, toi et moi. On va élaborer en 2 secondes. La première, c'est qu'on a vu qu'on a eu des blessés. On a pu avoir très peur. On a perdu Calcaterra, peut-être. On va regarder l'injury report. Qu'on ait perdu Calcaterra, c'est pas très grave. Si on avait perdu Goddard avec la saison que fait Goddard et avec son utilisation dans le schéma offensif actuel, et ben, je me sentirais vachement moins à l'aise d'arriver en play-off avec Calcaterra en Titan numéro 1. C'est un exemple. Et on sait que sur certaines positions, bah, par exemple, on l'a vu, côté défensif, on a aussi vu que nos cornerbacks remplaçants n'étaient pas grandioses. J'ai pas particulièrement envie sur un match que, sans enjeu, à faible enjeu, que Mitchell, DeJean ou même Adoree Jackson se fasse remplacer par un Kelly Ringo, grand couvreur en end zone. En end zone. Donc, ouais, ça aurait été cool d'avoir la seed 2. Moi, j'ai quand même envie de dire qu'avec quand même une équipe composée à 80% de remplaçants, on a joué les Commanders. Donc, on n'était pas loin et ça joue sur la frustration. Il y avait une décision à prendre. Je pense que c'était la décision rationnelle. Elle est frustrante parce qu'il y a des choses frustrantes sur l'attaque notamment. Moi, ce qui me frustre le plus sur ce match, c'est le niveau des cornerbacks remplaçants. Maintenant, le risque, il était trop grand. Et on l'a bien vu. Les joueurs se blessent sur des matchs. Et là, on a une équipe à 90%, on y reviendra, ce qui est loin d'être le cas des Niners, qui ont perdu, eux, qui jouaient quelque chose. Ils ont perdu. Et ils ont eu des blessés en plus. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que... Bon, oui, pardon, Adoree Jackson, hein, on n'avait pas compris pourquoi tu étais titulaire. Maintenant, on a compris. Je pense qu'en réalité, dans un match, si Adoree Jackson se blessait, il passe Cooper à l'extérieur, Cooper DeJean, et ils mettent Michael Carter en nickel ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'ils avaient fait déjà sur un match qui ne s'était pas super bien passé d'ailleurs. Je ne sais plus lequel c'était, j'ai un gros trou. Oui, mais bon, ça reste moins pire, quoi. Voilà, à nouveau, on comprend pourquoi DeJean était passé en extérieur. Ça, voilà,
on a de la chance qu'un de nos cornerbacks ne se soit pas blessé pendant la saison. Voilà. Oui, ça, c'est sûr. Après, honnêtement, finalement, ça change quoi d'être seed 2 ou seed 3? Ok, t'as les Niners à la place des Packers. Moi, je vais te dire, si tu veux être champion, tu dois pouvoir battre les seeds 6 et 7. Enfin, il y a un moment, si tu peux pas les battre, c'est que tu méritais pas d'être champion. Voilà, tout simplement. Je te rejoins là-dessus. La seule différence, c'est que théoriquement, si 1, 2, 3, 4 gagne, on joue à Chicago au lieu de jouer à domicile contre Chicago. Avec notre expérience, et je sais qu'on s'est fait ouvrir par Chicago dans la saison, mais avec notre expérience, si tu n'es pas capable de battre Chicago à Chicago, tu ne mérites pas d'être champion. Tout simplement. Bah, rien que, en fait, à partir du moment où Chicago gagne, on se les prend. Donc oui, c'est quand même l'impact d'un match à domicile est quand même vraiment important à NFL. Là où je suis d'accord, c'est que c'est pas Chicago est pas l'équipe la plus dure à aller battre chez elle. En tout cas, là où je te rejoins, c'est que oui, ça aurait été bien de le faire à domicile, ça aurait donné un matelas de plus. On doit être capable de gagner sans ce matelas-là. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que tu expliques extrêmement bien les choses, surtout quand tu as le même avis que moi. Ça aide. Si on revient juste sur la saison régulière, après on va plus se projeter sur les playoffs, évidemment. Yes. Si tu devais donner un MVP, et tu n'as pas le droit de donner un coach, commence pas à me sortir du fond de jeu. Je te demande le MVP de cette saison. Je te préviens qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et si tu n'as pas la bonne réponse, on arrête le podcast définitivement. Putain, j'en ai deux. Ah bon? Je vais dire Jordan Davis. Et c'est la fin du Fly Podcast Fly. Merci à tous. Monsieur, nous avons été créés en 1933, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait donc quasiment 100 ans d'histoire. Il n'y avait jamais eu dans l'histoire des Eagles un homme qui est leader au niveau des sacs et des interceptions dans une même saison. Et c'est Jake Hunt, évidemment. Vas-y, évidemment, c'est un bon choix aussi. Parle-nous de Jordan Davis. Moi, je parlerai de Jake Hunt en 2 minutes. Voilà, on fait un petit kudos, comme aiment dire les Américains, au meilleur joueur de la saison. Moi, je vais parler de Jordan Davis parce que je trouve qu'il représente vraiment ce que la défense a fait en plus. Et il y a un côté qui était un bon 2e, 3e joueur l'année dernière et qui a step up tout court quand Carter était là. Et quand Carter n'était pas là, la réalité, honnêtement, sur la saison, c'est que il a mieux joué que Carter. C'est notre défensif tackle numéro 1. Il a eu une présence contre la course monumentale. Il a, continuellement progressé sur la saison en partant d'une ligne de base qui était déjà énorme. Il est devenu excellent dans le pass rush. Et truc super impressionnant, c'est qu'il a joué jusqu'à 80-90% des snaps. Alors que s'il y a bien un truc qu'on critiquait à Davis, c'est qu'il ne serait pas forcément capable de jouer plus de 40-50% des snaps. Et il a fait des big plays en special teams. Et il va être ultra imposant parce qu'on sait que la pression venant du centre de la ligne, c'est quelque chose qui est à la base de tout ce qui va découler derrière et qui permet à toute la défense de jouer. Je suis d'accord avec toi. Du coup, petite question, ce qu'on rappelle aux gens, il est en option de 5e année l'année prochaine. Donc, globalement, tu as 3 choix. Soit tu le laisses partir libre l'année prochaine. Soit tu le signes maintenant, ça te coûtera un tout petit peu moins cher, mais tu as le risque qu'il ait joué l'année de son contrat et que c'est fini derrière. Soit tu te dis, j'attends 1 an et tant pis, je paierai un peu plus cher si vraiment il fait une deuxième grosse, bonne saison. Sachant que en défense, malheureusement, on a tellement de bons jeunes qu'à un moment, il faudra en laisser partir. C'est quoi, toi, aujourd'hui, on va dire, ta préférence? Moi, ma préférence, elle est de le signer maintenant. Parce que je pense que ce qu'il a fait comme step-up, c'est quelque chose de structurel. Tu peux évidemment imaginer qu'il fasse un pas en arrière. Ça ne ressemble pas au profil de joueur, tu vois, qui s'éclate. Et je pense que trouver des defensive tackles de ce niveau-là, c'est rare. Tu ne les trouves pas en free agency. C'est un peu comme la ligne offensive. Ça fait partie de ces postes où tu les drafts, tu les as. Déjà en draft, c'est pas sûr que ça paye.
Alors, il y a du monde derrière, mais des profils comme Jordan Davis, il y en a très, très peu. Le freak athlétique capable d'être un tel setter dans le centre, c'est très, très difficile à remplacer. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, je dirais que non, pour une simple et bonne raison, c'est que, à mon avis, on ne peut pas signer 2 défensifs tackles parce qu'on signera Jalen Carter, sachant qu'il va falloir signer des edge, des cornerbacks. Je préfère le Perdue que Quinion Mitchell, mais c'est une vraie question. Alors que, en duplex, depuis Paris, France, Grégory Hacher vient de nous rejoindre. Bonjour à toi, Grégory, avec un son qui va faire mal aux oreilles depuis le téléphone. Salut, salut. Je fais très court. Je viens vous saluer. Je ne voulais pas louper le podcast d'avant playoff, mais les réunions de travail font que je n'ai pas vos agendas de non-ministres. Donc, je suis dans la rue, vous entendez des voitures, les gens klaxonnent. Les gens rêvent de participer au Fly Podcast Fly. Et donc, vous dire évidemment, to back, bien évidemment, ça c'est fondamental, qu'on allait mettre une énorme fessée à ces gros tocards et que on va gagner de 21 points. Voilà. Est-ce que ça vous va, messieurs? Eh ben, c'est parfait. Merci à toi pour ton intervention, monsieur Grégory. Merci, Greg. Je vous embrasse. Bon podcast, les potes. Ciao, ciao. Salut, salut. Oui, bah, pour finir sur le MVP, moi c'est Jake Hunt. Et pas seulement parce que, oui, bon, ok, c'est le premier d'histoire à mener les interceptions et les sacs. Mais il faut expliquer aux gens pourquoi, en fait. C'est pas pour rien. C'est que en high school, c'était un safety, Jake Hunt. Ouais. Et donc, des defensive ends avec les mains de Jake Hunt, il n'y en a pas 3 dans la NFL. Il faut être clair. Il n'y en a pas 3 dans la NFL. Et en fait, ce que j'admire, c'est qu'en début de saison, il s'est pris le mur de deuxième année. Très compliqué les premières semaines. Ouais. Et il est revenu en fin de saison comme un boulet de canon, comme une boule de flipper qui roule. Voilà, grande référence à la chanson française. Bon, bref. Non, je trouve que c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il a donné. Alors évidemment, on peut parler de Quinion Mitchell. Évidemment, on peut parler de Lane Johnson qui, quand il est là, prouve qu'il est toujours le plus grand. On peut même parler d'As Goddard qui fait probablement sa saison la plus impressionnante. Donc bravo à tous ces gens-là. On ne parlera pas de Cam Jurgens et de Landon Dickerson. Encore que Dickerson, on le sait depuis le début de la saison, est blessé. On le savait déjà en pré-saison. Jurgens, soit il est blessé, soit il est nul. Mais non, mais tout va bien, il est au Pro Bowl. Oui, il est au Pro Bowl. Ouais, super. Super. Il rejoint donc Tyler Huntley dans les Pro Bowlers très connus de l'histoire. Non, mais honnêtement, enfin, on va dire quasiment toute la défense est presque éligible au titre de MVP, tellement il y a quand même un truc sur cette défense qui est ultra complexe. Enfin, il y a des joueurs qui sortent. Mais, Zach Bone, il est en course pour être toujours le pro. Nakobe Dean, quand il est là, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Alors, le problème, Nakobe Dean, depuis le début de sa carrière, c'est le quand il est là. Hein, on est bien d'accord. Ouais. Mais en attendant, oui, quand il est là, il Cooper DeJean, Quinion Mitchell, c'est quand même dingue. D'ailleurs, enfin, cette draft de 2024, Mitchell, DeJean, Hunt. Il y a juste pour moi une toute petite déception. Enfin, 2 petites déceptions. Noam Smith, mais bon, blessure en milieu de saison, il n'a pas été aidé, donc on espère qu'il revienne. Et Reed Blankenship, quand même. Reed Blankenship qui n'a pas été forcément aussi dominant qu'on attendait. Peut-être qu'on en attendait trop aussi, c'est possible. Mais voilà, bon, c'est un petit tour d'horizon. Du coup, on finit la saison à 11-6. J'arrive pas à me faire à ces 17 matchs, mais c'est pas grave. On finit donc 3e de la conférence. Je rappelle quand même la conférence. Seattle numéro 1, Chicago numéro 2, Philadelphie numéro 3, Carolina numéro 4 avec 8 victoires et 9 défaites. Ce qui fait pas plaisir aux fans de football, mais ce qui fait très plaisir à ma fille qui était ravie. Les Rams, tête de série numéro 5, les Niners, tête de série numéro 6, les Packers, tête de série numéro 7. On arrive donc au moment où on va vous parler de playoffs. Et au niveau des playoffs. Donc, ça commencera le samedi à 22h30 par les Rams contre les Panthers. Autant dire, ne mettez pas vos enfants devant parce que là, ça va être moins de 18.
Ensuite, les Packers contre les Bears dans la nuit de samedi au dimanche. Le dimanche, les Bills contre les Jaguars à 19h. Dans la nuit de dimanche à lundi, les Chargers contre les Patriots. Et le lundi soir, les Texans contre les Steelers. Évidemment, le match dont je n'ai pas parlé, c'est dimanche. C'est à 22h30. Et je me permets l'auto-promo. C'est sur M6+. Voilà. Non, c'est pas sur M6+. Sur W9. Sur W9. Oh là 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 là. Vous prenez votre petite télécommande et vous appuyez sur le 9, monsieur. Dames. Voilà, le dimanche à 22h30, Eagles Niners sur W9. Donc, si vous n'avez pas le Game Pass et que c'est un peu la galère de trouver les matchs, etc., celui-là, vous l'aurez sur W9. Il y a juste à allumer votre télé ou d'ailleurs, je suppose, si vous n'avez pas de télé, à vous connecter sur Internet. Je suppose que tu peux regarder W9 aussi sur ordinateur. Bref. Et dites à vos potes de regarder, c'est commenté en français, du coup c'est accessible. Enfin voilà, c'est le moment des playoffs, il y a les matchs à enjeu. On va en parler, ça va quand même être une belle affiche. Il y a un petit côté rivalité revanche de 2022. Oui, et puis c'est important. Ce sera Alain et Greg aux commentaires. Moi, je serai là la semaine prochaine. Mais c'est intéressant aussi en termes de visibilité pour le foot américain, parce que c'est vrai que d'habitude, on est habitué au samedi à dimanche, 1h du matin ou 2h du matin, bref. Là, 22h30, c'est pas mal. C'est pas mal du tout pour l'exposition du football. Yes. Bon, le football, il a changé, mais pas les Niners, qui sont toujours les mêmes Niners. C'est-à-dire une équipe extrêmement talentueuse tant qu'ils ne sont pas au Super Bowl. Un coach extrêmement talentueux tant qu'il n'est pas au Super Bowl. Mais un sacré nombre de blessures, quand même. J'ai fait la liste. Vas-y. Je vais aller me prendre un café, je vais aller faire une sieste et je reviens quand tu as fini. Déjà sur hier, depuis un bout de temps, tu as quand même Nick Bosa, Taron Jackson, Michael Williams, leur first round de cette année. Ça, c'est la base de la saison. Ensuite, tu as quand même un poste assez rigolo qui est les linebackers. Donc, ils ont Fred Warner, qui est blessé depuis plusieurs semaines, qui devrait revenir au mieux au divisional, comme tu le disais en intro du podcast, et c'est même pas gagné. Du coup, les linebackers derrière, ils ont Dee Ford, qui est questionable, et honnêtement, ça sent pas bon pour qui joue. Ils ont Bethune, qui est out, et ils ont Dee Winters, qui est questionable et potentiellement out. Ils jouent en 4-3, leurs 3 linebackers derrière Fred Warner sont out ou potentiellement out. Je rajoute Ricky Pearsall en receveur, qui était revenu, qui a joué, et qui du coup a aggravé sa blessure samedi dernier. Alors il pourrait jouer, mais il est questionné. Il pourrait jouer, mais ça sent mauvais. Et Trent Williams, par contre, lui est questionable. Selon notre cher coach, mauvais joueur habituel, s'ils avaient joué dimanche, Trent Williams l'aurait joué. Donc tout ça pour dire. Évidemment, non, mais évidemment, c'est la faute de la NFL s'ils ont perdu. Ils ont perdu, c'est l'histoire. Donc, avant 2022, s'ils avaient perdu, c'est parce qu'ils n'avaient pas 3 quarterbacks. Donc, maintenant que tu peux jouer 3 quarterbacks, ils n'alignent pas 3 quarterbacks. Bref, c'est le bon esprit Shanahan qu'on aime. Donc, on attend l'excuse de dimanche soir. Shanahan, pour avoir eu, c'est le moment où je me la pète, mais pour avoir eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois la semaine avant le Super Bowl, c'est universellement reconnu que Shanahan, c'est pas le mec avec qui tu vas aller boire une bière. C'est-à-dire, tout le monde te dit, Andy Reid, il est sympa, Spagnuolo, machin, truc muche, tout ça. Shanahan, il a quand même la réputation d'être un peu un connard en dehors des terrains. Bon, après, il y a des mecs qui sont des connards en dehors des terrains et qui sont devenus des grands entraîneurs ou des grands joueurs. Ça, c'est pas le problème. Je veux dire, Tom Brady n'a pas la réputation d'être extrêmement sympathique non plus. Même si, perso, en conférence de presse, quand j'avais fait Buccaneers, j'avais trouvé qu'il était au contraire extrêmement bienveillant. Enfin, comme quoi, les ressentis parfois. Juste, parce que tu sais que j'adore PFF. Alors, le meilleur joueur en défense pour les Niners en PFF, il est à 69 d'évaluation. Déjà, ça te dit le truc, tu vois. 69, c'est à peine correct. Devine qui c'est. Putain. C'est un defensive end.
Putain, mais le problème, c'est que je sais même plus qui est pas blessé. C'est Bryce Huff. Oh putain! C'est Bryce Huff, notre ami Bryce Huff. Attends, comment t'as pu l'oublier? Bon, évidemment. Oui, en plus, je m'étais noté d'en parler. Putain. Non, mais par contre, ce match, il est intéressant. Parce qu'en DVOA, vous savez que j'adore les stats avancées. Donc, DVOA, en gros, c'est la performance des attaques des défenses, sauf que ce n'est pas que le nombre de yards. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est moyenné par rapport à l'adversaire. Et c'est moyenné par rapport à la moyenne. Les Eagles, c'est 25e attaque, 4e défense. Les Niners, c'est 2e attaque, 25e défense. Yes. Ce qui veut dire en gros que c'est force contre force et faiblesse contre faiblesse. La question, c'est qui va l'emporter. Donc, on va commencer par le force contre force parce qu'on aime les feux d'artifice. Brock Purdy, depuis son retour, il marchait un peu sur l'eau. Il s'est pris un mur face à nos amis des Seahawks, mais il reste un bon joueur. McCaffrey, je ne vous explique pas que c'est un bon joueur. George Kittle, je ne vous explique pas que c'est un bon joueur. La ligne offensive est plus ou moins bonne. Le côté droit, ça va. Le côté gauche, c'est compliqué. Alors après, à voir dans quel état revient Trent Williams, évidemment. Et au niveau des receveurs, du coup, on se retrouve avec Jarian Jennings et Jason Bourne. Non, évidemment, Kendrick Bourne en receveur. Allez, je vais commencer, François. Tu sais quoi? Parce qu'on n'est que deux, alors je vais faire un peu le machin. Vas-y, lâche-toi. Les Niners, cette année, avec le grand respect que j'ai, les murs qui se sont pris, c'est toujours la même chose. C'est Texans, c'est Seahawks, c'est une défense qui leur rentre dans la gueule, et s'ils n'ont pas le temps de développer leur route, c'est fini. Je pense que c'est d'autant plus vrai cette année. On dit toujours les défenses gagnent les championnats. Je trouve qu'en playoff cette année, il n'y a pas de grande attaque, alors qu'il y a 4 grandes défenses que je mettrai dans l'ordre. Texans, Broncos, Seahawks et Eagles. Mais bon, en tout cas, les 4 sont très forts. Je pense, et après, facile à dire, depuis mon canapé, enfin depuis ma chaise, très exactement, si on leur rentre dans la gueule, comme on fait les Seahawks et comme on fait les Texans, on gagne ce match, en fait. Parce que même si Trent Williams est là, Jordan Davis et Jalen Carter doivent défoncer, je dis bien défoncer, la ligne offensive intérieure. Donc, c'est une super attaque, mais qui a un talon d'Achille. C'est les grosses défenses. Et en tout cas, les grosses lignes. Et on est... Et j'en parlais avec Marco de la rédaction de TDA, qui est un fan des Niners. Il disait c'est le pire match-up, c'est celui qu'on ne voulait pas. Et je pense en effet qu'on est possiblement leur pire match-up. Yes, et c'est ce que sur Twitter /X, et ce qu'on voit beaucoup dans les réactions quand j'échange, c'est clair qu'ils ont très très peur de ça. Ils ont peur d'autre chose, on en parlera après. Là où je te rejoins, c'est que non seulement on a une bonne force, et on a pu parler 2 ou 3 fois des différences de calendrier. Il y a un truc intéressant, c'est que donc, nous, on a joué dans les divisions qu'on a joué. On a joué la NFC North, on a joué la AFC West, qui nous a fait des équipes compliquées. Tu parlais des Broncos, on a eu des vrais tests contre des grosses défenses, qu'on a réussi ou pas, mais ça nous a étalonné. Les Niners, dans leur saison, ils ont eu moins de matchs référence parce qu'ils ont joué la NFC Sud et la FC Sud. Et comme tu l'as dit, sur les matchs, j'allais dire, un peu référence contre des grosses défenses, ils n'ont pas réussi à la jouer. On est la suivante. Tu mentionnes les defensive tackles, mais de manière générale, tu mentionnes, moi, il y a autre chose, en fait, dans nos forces, c'est qu'on a une excellente défense en plaquage, et notamment, on concède extrêmement peu de yards après réception, qui est la marque de fabrique de Shanahan depuis toujours, et avec un Cooper DeJean, avec un Zach Bone, notamment, qui sont les deux à couvrir vachement de terrain et à être capable de plaquer au point d'impact. Et ok, tu as eu ta passe, tu as eu 4 yards, tu as eu 6 yards, tu as eu 3 yards, mais ça va pas plus loin. Et ces deux forces-là, tu en as parlé, l'intérieur de la ligne et ce point-là, c'est pour moi des choses qui sont vraiment la recette pour dérégler Shanahan. Et je ne suis pas certain qu'il ait la recette. Oui, sa solution derrière, c'est les screens et les bubbles.
Mais s'il commence à en faire trop, il y a un moment où DeJean risque de punir en fait ce commitment. Donc oui, ça va être compliqué. Après, on sous-estime jamais Shanahan. J'ai dit, c'est un Complètement. coach. Hein, je veux dire, qui a été à 3 Super Bowls, 2 en tant qu'head coach, 1 en tant que coordinateur offensif pour 0 bague. Mais voilà, ça reste un grand coach. Après, si on va de l'autre côté, tu as commencé à dire, il y a quand même un trou béant dans cette défense. C'est le poste de linebacker. C'est celui-là qui fait mal, c'est celui-là qui fait peur. Du coup, j'ai envie de dire, est-ce que c'est là qu'il va falloir attaquer? Est-ce que la clé du match, ça sera les courses intérieures de Devonta Smith, Dallas Goedert, éventuellement Saquon Barkley? C'est là qu'il faut insister? Alors, oui. Je veux dire, si on ne le fait pas, c'est qu'on est sacrément con. Enfin, même si il n'y a que Between qui est out, on est déjà avec leur linebacker 3 et 4 qui jouent. Donc, de toute façon, attaquer le milieu du terrain déjà à la passe, et notamment avec Goedert, me semble évident. Et le deuxième, c'est que c'est aussi le deuxième rideau défensif au niveau de la course. C'est pas des grands plaqueurs. Et c'est là où, l'air de rien, on a parlé très vite des matchs, mais face aux Commanders, même face aux Bills en première mi-temps, le jeu de course, il a commencé à renaître. Face aux Raiders, il était réapparu. Ça ferait quand même vraiment plaisir de le voir renaître là. Et quand je disais que c'est vraiment la grosse peur que je vois dans les fans des Niners, c'est leur flip, c'est on n'a pas de linebacker, que va faire Barkley. Nous, on est un peu sur la défensive parce qu'on sait que notre ligne offensive, du coup, elle est loin d'être au niveau de l'année dernière. Mais l'air de rien, on avait vu des petits éclats contre des défenses pas excellentes, mais il se trouve que les Niners, c'est ça aussi. Et ça ferait plaisir. La retenue que j'ai, c'est d'aller attaquer de manière peut-être un poil créative le centre du terrain. Nous, on n'a pas Shanahan. Et ça n'a pas été la grande marque de fabrique de Patullo depuis le début de saison. Voilà, et donc ça reste un peu est-ce qu'on peut être juste assez discipliné et assez malin pour aller simplement appuyer là où ça fait mal? Oui. En fait, j'ai envie de dire que le seul problème que peut avoir l'attaque des Eagles, c'est Patullo, quoi. Parce qu'il a refusé d'attaquer le milieu du terrain toute la saison et que c'est ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'il va réussir à le faire? Alors, il l'avait retrouvé Raiders Commanders, c'est les premières mi-temps des Bills. Voilà. Ouais, mais pas tellement en attaquant de milieu, hein, pas toujours en tout cas. Pas toujours. On l'avait revu face aux Commanders. C'est limite, hein, que ce soit très clair, je le défends pas et je suis convaincu que c'est notre plus gros talon d'Achille. D'ailleurs, c'était intéressant parce que à la fin du match des Bills, Sirianni avait vraiment critiqué le play calling de deuxième mi-temps, alors qu'il l'avait jusque-là extrêmement couvert. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, mais c'est sûr que ça va rester en tête. Je pense que de ce point de vue-là, le match-up nous avantage dans le sens où je pense que c'est pas le match où Patullo devra sortir un gros match pour permettre à l'attaque d'avancer. Je suis d'accord avec ça. Je pense aussi, et je vais me faire taper dessus par Marco, mais je pense aussi que Deomodore Lenoir est un cornerback numéro 1 très mid et que Edgy Brown devrait pouvoir le bouffer. Surtout que théoriquement, si Edgy Brown reste à droite, en couverture derrière, c'est Malik Mustafa, donc que je crains pas particulièrement, qui est pas mauvais, hein. Qui n'est pas mauvais, mais que je ne crains pas particulièrement. Donc ça, c'est une première clé. Et la deuxième clé, pour moi, ça reste la course parce que, je veux dire, leur defensive tackle, là, aujourd'hui, c'est Kalia Davis. OK. Et c'est Jordan Elliott. Alors, 3e tour, Missouri, d'accord. Mais enfin, en attendant, pour l'instant, ce n'est pas extraordinaire. On doit les bouffer au sol, en fait. Par contre, ce que je ne veux pas voir, c'est le moins 1 yard course, 3 yards course, 3e et 8, quoi. C'est, voilà. Mais en fait, le plan de jeu, c'est le plus simple du monde. C'est la base de la base. C'est
C'est le pion en E4, je crois, ou je sais plus quoi. La base de la base, c'est installer la course, play action, punir le commitment sur la course. Après, c'est facile à dire. C'est facile à dire. C'est ce que j'allais dire, c'est que on n'est pas sur Madden. Pour l'avoir vu, et c'est là où moi la limite je trouve que parfois Patullo c'est un peu facile de critiquer Patullo, notamment avec la faiblesse de notre ligne offensive et la faiblesse du cœur de notre ligne offensive, parce qu'à des moments, pour que tu puisses installer le run, pour que tu puisses développer du jeu, il faut aussi que tes joueurs gagnent leur duel en one-to-one. Il y a des problèmes d'exécution sur les schémas de running, notamment sur le centre de la ligne, notamment de Jurgens et de Dickerson. Et ça c'est pas un problème de play calling. Alors, ça peut être critiqué que le coordinateur offensif, il doit faire en sorte que ce jeu, mais c'est même le run game coordinateur, c'est notre cher Statland. Bref, c'est un peu collectif quand même sur l'attaque de ce côté-là. Ce qui est d'ailleurs assez perturbant, parce qu'on l'a dit plein de fois, c'est la même attaque, c'est le même coaching staff de ce point de vue-là, côté running game, côté ligne offensive que l'année dernière. Mais ça reste que sur ce match-up, ce serait vraiment du gâchis qu'on n'y aille pas. L'autre gâchis que je veux pas voir, parce qu'on se l'est pris contre les Bills notamment, et même contre les Commanders avec l'équipe B, c'est une deuxième mi-temps où, parce qu'on a contrôlé la première, on se met en prevent et on fait rien, et on tente de tuer l'horloge sur toute une mi-temps. Ouais. Et je pense que c'est la phobie de toute la fanbase des Eagles, quoi. En fait, ils se sont mal habitués parce que l'année dernière, alors on ne va pas refaire le truc, on sait que Sirianni n'est pas un grand coordinateur offensif, il ne le sera jamais. Il a besoin d'avoir un grand coordinateur offensif, c'est plus c'est un grand head coach. Oui, c'est un grand head coach, mais il a besoin de deux bons coordinateurs. Bon, les années où ça va bien, genre Kellen Moore ou Steichen, très bien. Les années où ça va moins bien, c'est moins bien. OK. En attendant, quand même, il y a un moment, il a le droit aussi de mettre un peu du poing sur la table et d'essayer. Je suis d'accord avec toi que le problème, il est global, et je pense qu'il commence par Jurgens et Dickerson, qui font une grosse différence sur le jeu de course de manière négative. Parce que Barkley, le nombre de fois où il est contacté avant la ligne d'engagement cette année par rapport à l'année dernière, il n'y a juste rien à voir. On aura le retour de Lane Johnson quand même, on le rappelle. Ouais. Lane, il devrait revenir. Il devrait revenir. Ça n'a pas été confirmé. Il s'est entraîné light la semaine dernière. Je suis très optimiste, mais ce n'était pas encore confirmé. Et ça, c'est un gros point. Ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer le match. Après, on sait avec Lane, le nombre de fois où il a commencé un match après blessure et où il est ressorti, on verra. Mais il commencera le match, il ne laissera pas sur le banc. Et juste Sirianni, grand respect pour Sirianni, évidemment, 4 qualifications en play-off, 4 saisons à 11 victoires ou plus, 2 Super Bowls, 1 gagné. Enfin, c'est impossible de faire mieux en tant qu'head coach. Mais quand je le vois dire après le match des Bills, plus personne ne parle, ils ont ouvert leur gueule, personne. Ta gueule. Vraiment. Parce que de la même manière qu'il est capable de galvaniser les équipes comme en 2022 et en 2024, il n'est pas innocent au problème qu'on a eu en 2023 et en 2025. Par moment, ferme ta gueule, vraiment. Enfin, c'est certain. Je pense qu'il c'est vraiment ce head coach, et on peut en parler. Il a un tel bilan, et je veux dire, et il arrive à tenir tellement l'équipe et à faire que les équipes jouent collectivement. Et c'est quand même quelque chose que j'ai souvent envie de dire sur Sirianni, c'est qu'il y a un moment, 1 saison, 2 saisons, tu dis qu'il y a les coordinateurs, là on est à 4 saisons d'affilée avec autant de coordinateurs offensifs. Ça jouait déjà bien avant Vic Fangio. Enfin, bref, Nick Sirianni est un excellent head coach qui a besoin d'un bon coaching staff et qui, dans l'ensemble, a réussi à trouver régulièrement un bon coaching staff. L'avantage qu'on a aussi, c'est qu'au moins, il y en a un, à mon avis, qui n'est pas impressionné, c'est Vic Fangio. Parce qu'à mon avis, Sirianni, il peut lui dire n'importe quoi, Fangio, il va le regarder. Je pense qu'il y a ce qui est intéressant sur Fangio, c'est qu'en plus, il y a un vrai respect réciproque. Je pense qu'il ne se marche pas sur les plates-bandes. Voilà. Je pense que Sirianni, je ne sais même pas s'il est là dans les meetings de préparation de la défense. Je pense que Vic Fangio... Je suis convaincu qu'il l'est pas et qu'il est là juste pour dire
Les mecs Ouais, vous ouais. adorent. Non, mais Allez planter des graines, prenez le lapin et puis tout ça, quoi. Fangio, on sait très bien que quand il est arrivé, il a dit par contre, c'est ma défense, quoi. Personne Ouais, ne me dit comment gérer ma défense. mais après, là, du coup, sur le côté défensif, il a toujours eu cette culture de laisser le coordinateur gérer. C'est pour ça qu'en 2023, quand le coordinateur n'a pas tenu, Desai puis Patricia, c'est parti en vrille. Parce que autant là, en attaque, et c'est aussi un point pour revenir sur l'attaque, où l'air de rien, sur les matchs Commanders, etc., la séquence, on sait que Sirianni a mis plus sa patte. C'est loin d'être parfait. En tout cas, il a challengé pour que des choses changent. On ne va pas se mentir, c'est pas avec l'attaque qu'on ira au bout si on doit aller au bout. Il faut juste que l'attaque soit assez bonne pour passer le step et pour permettre à la défense de ne pas passer une mi-temps entière sur le terrain. Je suis d'accord et de toute façon, je pense que ce roster bien coaché, il doit aller minimum en finale de conférence. Ça ne veut pas dire qu'il va y aller, parce que c'est deux choses très différentes. Mais je pense vraiment que la seule équipe qui peut rivaliser avec nous aujourd'hui, c'est Seattle. Dans la conférence. Et par contre, la NFL étant la NFL, any given Sunday. La NFL étant la NFL, on va peut-être sortir de là. On s'est pris 41-13 par les Niners. Et merci, au revoir. T'es en vacances. Et les Panthers sont en divisionnel. Hein. Et les Panthers ont battu les Rams quand c'est 4 interceptions. On se rappelle que, ou pas, mais pour les plus anciens, les Seahawks en 2011, quelque chose comme ça, puisque c'est le run monstrueux de Marshall Lynch, arrive avec un bilan de 7-9 et battent les Saints. Ouais. Voilà. Et il y en a d'autres. Hein, les Buccaneers, c'est la dernière fois qu'ils y vont, ils ne gagnent pas un match de playoff aussi. Si, aussi, ouais. C'est ça, hein. Donc, non, et tout ça pour dire que pour les Rams, c'est pas gagné, que pour nous, c'est pas gagné. L'année dernière, la cible numéro 1, pour les Rams, Lions, c'est un peu plus gagné que les autres, quand même. Mais bon. Ouais, mais les Lions, ultra favoris l'année dernière, qui passent pas le divisional. Voilà. Non, tout ça pour dire de kiffer ce week-end quand même, hein, parce que ça, non. Quand ils font 8-9, les Buccaneers, ils perdent en wildcard. Mais oui, kiffer évidemment ce week-end. Moi, je vous donne une hot take. Hein. Enfin, une hot take. Je ne sais même pas si c'est une hot take ou si c'est devenu quelque chose d'acceptable. Je ne pense pas que ce soit si hot que ça. Mais le représentant d'AFC au Super Bowl, ça sera les Texans. Voilà. Je vous le dis comme ça, vous êtes préparés. Évidemment. Non, mais pareil, dans le genre, tout peut arriver. Personne n'avait vu venir Washington qui bat Détroit. Hein. Ah, mais c'est ça. Moi, ce que je dis, ce qui est super sympa cette année, dans les deux conférences, c'est que c'est très ouvert. Oui. Et tu vois ce que tu dis, c'est dur d'avoir une hot take parce qu'en fait, allez, dans les deux conférences, tu as 5 équipes qui peuvent se retrouver en finale de conférence sans choquer, 5-6, pour la moyenne entre AFC et NFC, et que ce sera même pas une surprise. Du coup, ça va donner des matchs super intéressants. Il y a beaucoup de nouvelles fanbases qui sont pas habituées à être là côté AFC, qui sont plus habituées à être là. C'est sympa aussi. Ouais. Ça va donner des vrais matchs serrés, alors qu'on a eu des années où les wildcards une chambre d'enregistrement des gros favoris, et là c'est loin d'être le cas. Donc ouais, ça va être un petit moment assez fun. Moi, de toute façon, si jamais les Eagles se retrouvent à un moment éliminés, que je n'espère pas, mais bon, moi, ma politique, c'est toujours de soutenir les équipes qui n'ont pas de bague. Ouais. Pour que les franchises aient la première bague de leur histoire. Alors du coup, en NFC, ça concerne que Carolina. Par contre, en AFC, ce qui est rigolo, c'est que sur 7 équipes, il y en a quand même 4 qui n'ont pas de bague. Yes. Il y a les Chargers, il y a les Bills, il y a les Texans. Bon, les Texans, ils ont l'excuse d'exister que depuis 22 ans, hein, mais bon. Donc, il y a les Chargers, il y a les Bills, il y a les Texans et il y a les Jaguars qui, eux non plus, ne sont pas très vieux puisqu'ils ont à peine 30 ans. Par contre, les Chargers et les Bills, les Bills, c'est pauvre. 4 Super Bowl perdus de suite, qu'est-ce que je te dise? Moi, en AFC, j'ai un gros faible pour les Bills cette année. Hein, je vais le dire, je pense que je pense qu'ils seront explosés par les Jaguars. Moi, j'en parlerai en preview demain chez TDA. Et moi, je ne pense pas. Je pense que les Bills step up en playoff. Ils m'ont tellement déçu cette année. Vous savez que j'adore les Bills. Vous savez que Josh Allen est mon joueur préféré de toute la NFL. Hein. Donc, je ne peux pas être considéré comme un hater. Hein. Mais moi, je crois que c'est l'équipe qui step up en playoff parce que c'est l'équipe qui a l'expérience et je pense qu'ils step up. Je ne sais pas si je pense ou si j'espère. Je dois avouer que là-dessus, il y a un peu. Moi,
comment dirais-je, mon avis sur l'expérience, c'est que c'est un peigne pour les chauves. Je pense que ça n'a absolument aucune importance. Alors, peut-être j'ai tort, hein, mais au fil des années, je pense de plus en plus que ça n'a aucune importance. Au niveau des joueurs, au niveau des coachs, je peux comprendre. Mais on verra en tout cas. Donc, le Super Bowl Texan Eagles qui est annoncé ici. Bon, après, en vrai, je ne serais pas supporter des Eagles. Je pense que j'aurais dit Texan Seahawks. Mais bon. Bref, on est là pour être de mauvaise foi. Merci beaucoup, Exactement. François. Merci à toi. Cette fois, on se revoit la semaine prochaine pour Quand même. le divisional, évidemment. Ça serait... On espère que divisional, les Eagles soient encore sur W9. Mais on verra. Mais d'ailleurs, attends, je suis juste en train de réfléchir à un truc. C'est qu'imaginons que les 1, 2, 3, 4 gagnent. OK. Il faut qu'on trouve un match samedi, 2 matchs dimanche. C'est intéressant en vrai. Il y a peut-être un monde. Il y a peut-être un monde où on est le premier match de dimanche. Donc, parce que le premier match dimanche, c'est 22h, on est d'accord. Hein. C'est ça. Ou alors, ils font 3 matchs dimanche un lundi. Je ne sais plus, je suis perdu. Je ne sais plus comment on fait. On fait un samedi, 3 dimanches, 2, 2, 1. On fait quoi? Non, il n'y a plus de lundi ici. Je suis complètement perdu. Pour moi, il n'y a plus de lundi. Pour moi, tu fais... Ah putain, j'ai un doute. Ouais, c'est fou, hein. C'est pas comme si on regardait la NFL depuis un moment quand même, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je te dise? Attends. On va regarder ça l'année dernière. Et avant qu'on raccroche, on a un prono à faire. Ouais. Oui, t'as raison. Oui. Non, il y avait. Là, de division samedi. Il y avait 2 matchs samedi, 2 matchs dimanche. Dimanche. Ouais, c'est ça, 2 samedis, 2 dimanches. Avec un dimanche qui est à 21h chez nous. C'est ça. Le fameux des horaires finales de conférence, quoi. Ouais, 21h30 samedi et 21h dimanche aussi. Bah écoute, on verra. Voilà. Déjà, il faudra battre les Niners. Je vais être tendu toute la semaine, sachez-le. Parce que je le suis déjà et je sais que dans ces matchs comme ça, je passe la semaine à être stressé comme pas possible. Moi, je vais te dire, depuis 2022, et j'ai dit dans la conv, et ça vous avait énervé, hein, je préfère perdre contre les Cowboys que contre les Niners. Là, vraiment, les Niners, en ce moment, je veux les battre. Et je les adore. Il y a plein de gens, il y a plein de joueurs que j'adore. Christian McCaffrey, je suis fan absolu. Et il y a plein de supporters des Niners que j'adore. Mais par principe, je veux les exploser. Je veux exploser le coude de Brock Purdy. Bref, voilà. Hein. Tu me dis, s'il est couvert par un tight end pour c'est ça. Face à notre meilleur pass rusher. C'est ça. Du coup, tu voulais un prono. Bon, ouais, il faut quand même. Hein. 43-17 pour Grégory. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Non, ça va partir sur un gentil 31-23. Ok. 31-23 avec à 25 secondes de la fin, Brock Purdy qui est vers la end zone pour justement peut-être faire le touchdown avec conversion à 2 points. Et c'est à ce moment-là que sous pression, il lance une saucisse qui est interceptée par Nakobidin pour céder. J'aurais dit Jalix Hunt, tu vois. Non, je suis en train de dire le script que la NFL m'a envoyé. Parce que, vous savez, hein, la NFL, c'est comme le catch, hein, c'est scripté. Donc, W9 nous a envoyé le script. Donc, je suis en train de regarder. Non, c'est bien Nakobidin. C'est bon. C'est bien Nakobidin. qui jouera, du coup. Qui jouera, évidemment. Ok. Moi, je pars sur un score plus défensif que ça. Je pars sur un 21-13. Potentiellement le même scénario de match avec 8 points d'écart, un Purdy qui arrive par. Tout ça alors qu'on va se taper un 13-10 et qu'on sait tous. Bref. Merci François. Merci à toi. Merci à toutes, merci à tous. Bonne année, évidemment. Année de NFL, année de tout. Hein. Je vous souhaite de réussir dans tout dans la vie. Sauf si vous êtes supporter des Niners, je vous souhaite de ne pas réussir en NFL. Mais à part ça, je vous souhaite le bonheur partout ailleurs.
Merci à tous et passez une très bonne semaine. Salut. Merci, Go Birds. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the